Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 4 août 2022. À la une ce soir, frayeur cet après-midi à Douala. Une explosion a eu lieu au marché central de la ville. À l'origine de cet incident, une bombe artisanale. Aucun décès enregistré. Opération évaluation des résolutions du Grand Dialogue National. Le comité de suivi a rendu sa copie à Yaoundé ce jour. Le chef du gouvernement s'est fait une idée des actions menées sur le terrain. Et nous suivrons également un phénomène devenu très tendance sur les réseaux sociaux, le filtre. Les internautes sont pris dans les tenailles de cette nouvelle mode et vous verrez que la gente féminine est plus accro à ce phénomène. Voilà pour les titres. Bonsoir, une fois de plus, les habitants marché central de Douala ont vécu quelques instants de peur cet après-midi. Une bombe artisanale a explosé, mais les dégâts sont minimisés. Reportage, Samuel Baïra, Thierry Nana. Il est 15h30. Un bruit assourdissant vient de se faire entendre au marché central de Douala. Au sol, une batterie de motos et des débris éparpillés, les restes d'un engin explosif improvisé. J'étais du côté-ci. Il y avait un monde là-bas, j'ai seulement entendu un grand but. Boum. Quand c'est explosé, j'ai même cru le pneu du camion qui a explosé. Je me tourne, je ne vois pas au camion. Je vois seulement les gens se mettent à fuir partout là. Une fois quand on a entendu un tôt, je me suis tourné en cachant ma face. Parce qu'il fallait que je me sauve. J'ai d'abord jeté ma face derrière le comptoir. Quelques minutes après, je suis revenu, alors j'ai revu que devant moi, c'était presque vide. La déflagration de la bombe n'a pas fait de victimes, mais quelques blessures légères. On a eu quand même des blessures, pas graves, légères. Moi-même, je suis victime parce que quand tu regardes mon pied là, c'est tout ça qui a versé sur mon pied. C'est ça qui a fait que directement quand j'ai reçu ça, j'ai jeté mon visage au front et puis avant de revenir. L'onde de frayeur venait de traverser la foule prise au dépourvu. Dans la foulée, certains gardent en mémoire des individus perçus sur une moto. Au passage, ils auraient balancé un sac. Ils ont posé un sac banjok. À l'intérieur, il y avait les batteries. Les batteries avec certains petits fers dedans, comme les ferrailles. Il y avait les ferrailles à l'intérieur tellement. Dès que ça a détourné comme ça, là, les billes, les ferrailles, les fers, tout était à l'intérieur. Donc Dieu merci, les experts ont dit que il y a au moins 3 ingrédients qui ont manqué dans ça. Chauffé comme l'acide, c'est comme l'acide. C'est ça qui s'est versé sur moi. Les autorités administratives se pressent sur les lieux de l'explosion. L'urgence impose une sensibilisation. Les criminels ont mis en danger des vies. Un raté qui se présente comme une alerte. Douala sous la menace, après les 2 engins qui ont explosé au marché Mokolo, dans la ville de Yaoundé il y a quelques jours. Et cet incident, vous l'avez suivi, est déjà survenu à 3 reprises à Yaoundé. Yaoundé qui a accueilli ce jour les travaux de la 4e session du comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue National, présidé par le Premier ministre Joseph Diangouté. Cette session a permis d'évaluer les actions menées sur le terrain, mais aussi recueillir les avis pour de meilleurs résultats. Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zibou. Le nombre d'élèves inscrits aux primaires dans la région du Nord-Ouest pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, estimé à 60 422, contre 24 350 pour l'année 2020-2021. Dans la région du Sud-Ouest, on est passé de 194 482 élèves au cours de l'année scolaire 2020-2021 à 123 909 en 2019-2020. Peu à peu, la vie reprend son cours normal dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Les données qui viennent de là sont prometteuses. Vous savez qu'entre 2017 et 2019, c'était extrêmement difficile. Beaucoup de sociétés, la CDC, la PAMOL, Ndawarati, et même des planteurs et autres ont repris le travail, ce qui reflète un regain de confiance.
Les 3 Camerounais de la diaspora qui prennent part à cette 4e session du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National ont chacun apporté sa contribution. Nous avons recueilli beaucoup de recommandations de part et d'autre, aussi de la diaspora, que nous allons proposer au chef de l'État, au président de la République, qui nous permettra d'avancer sur ce chemin. C'est un chemin difficile, nous le savons, mais nous voyons déjà la lumière au bout du tunnel. 6 points à l'ordre du jour de ces travaux, démarrés par une minute de silence, en mémoire des victimes de la crise anglophone. En rappel, ce comité présidé par Joseph John Gouté a été mis en place au lendemain du Grand Dialogue National, tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. Et plusieurs actions clés ont été menées en réponse aux recommandations de ce grand dialogue national. On peut citer le plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le centre de démobilisation, de désarmement et de réintégration, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme et le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pour cette dernière action, où en est-on près de 3 années après? Question posée à l'un des participants de ces travaux, Padui Assonga, activiste de la diaspora, qui s'exprime au micro de Delphine Foncoutene et Serge Alain Zébou. Vous savez, depuis que nous sommes sortis du Grand Dialogue, on s'est plaint qu'il n'y avait pas le contenu. Et nous espérons aujourd'hui que, après les délibérations que nous avons eues ici, ils vont nous mettre un contenu satisfaisant selon les doléances de ceux qui sont venus sur le terrain. Mais moi, je viens de la diaspora et j'avais une autre plaidoirie pour venir demander à ce gouvernement, comme ils ont pardonné ceux qui ont cassé, qui ont tué, ils ont brûlé les écoles, il faut qu'ils pardonnent aussi mes frères de la diaspora qui ont manifesté d'une façon ou d'une autre. Ça serait une justice faite aussi pour la diaspora parce qu'ils disent qu'ils veulent construire avec la diaspora et voilà le message que moi je suis venu avec. Des actions qui ne nécessitent en aucun cas un grand dialogue national, rassurez-vous, sont également sollicitées au cimetière de Ndok Passy à Douala. Cette nécropole sombre dans un état de délabrement criarde. Les sépulcres sont pratiquement envahis par des herbes folles. Voici le reportage de Junior Ossin et Henri Tinda. Des corps sans doute déterrés et des âmes qui ne reposent plus en paix sont probablement en fuite, loin de ce cimetière du village Ndorbati, dans le 3e et 5e arrondissement de Douala. Ce cimetière est devenu depuis plusieurs mois une véritable broussaille. Les herbes couvrent totalement les tombes abîmées par le temps. Ce lieu est devenu un refuge de bandits et de toute espèce vivante. Oh, la mort, c'est la mort, mon père. Peut-être c'est les serpents bois qui habitent même là-bas, ou les totems des gens. Je ne sais même pas si on enterre encore les gens là-bas. C'est très grave. C'est vraiment la broussaille, comme vous voyez là. Oui. Je ne sais pas si la commune voit ça. La situation est déplorable et plusieurs cimetières de la ville de Douala présentent cette image lugubre. L'exécutif communal dans le 3e arrondissement dit ne pas être responsable de l'entretien de ces cimetières et celui de Douala 5e n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. La gestion des cimetières relève de la compétence de la communauté urbaine de Douala. Toutefois, la communauté urbaine a cédé l'exploitation de certains de ces cimetières aux chefferies traditionnelles. Et quand vous allez à Ndorpat, par exemple, vous indiquez que ce cimetière est dans un état malpropre. Là, c'est le chef de Ndorpati qui est compétent pour mettre la propriété dans ce cimetière. Pour ce qui est du cimetière Ndorpati, les herbes finiront par couvrir le grand mur qui encercle les différents sépulcres. Rendus à la chefferie traditionnelle censée assurer l'entretien de cet endroit, nous sommes vite renseignés sur l'affaire. Le chef dit n'avoir reçu ni document ni radis de l'exécutif communal de la ville de Douala pour s'occuper du cimetière. Est-ce que j'ai qualité d'y pénétrer dans ces cimetières sans l'autorisation de l'administration? Si les chefs sont subventionnés concernant les cimetières qui les concernent, je ne suis au courant de rien parce que je n'ai eu aucune correspondance concernant des activités. Entre-temps, au nom du respect des morts, l'appel est vite lancé par les chefs traditionnels à veiller à garder propres les cimetières. Je lance un appel à tous mes collègues afin qu'ils s'organisent
et qu'ils rendent les cimetières propres. Même avoir un grand respect pour les cimetières. Parce que ceux qui sont partis avant nous méritent beaucoup d'attention. On ne va pas au cimetière pour jeter un corps. C'est sa dernière demeure. Il faut que cette demeure-là soit entretenue. La ville de Douala dispose de 2 types de cimetières. L'un est dit cimetière communal, géré par la mairie de la ville de Douala, et l'autre, cimetière des communautés, géré par les chefs traditionnels. Et ceux qui gèrent les commerçants qui ne payent pas les impôts à IDEA, c'est la mairie. Les agents de la mairie de la ville sont passés à l'action ce jeudi. L'opération Tax Force n'est pas du goût des contribuables, comme vous le verrez dans ce reportage de notre correspondant, Christian Bock. Fin de la récréation pour les contribuables véreux du fichier solde de la mairie de la ville d'Edea. Lancée, l'opération coup de poing menée par la Task Force, mise en place et conduite de main de maître par le maire de la ville, le docteur Emmanuel Lin, est sur le terrain. Pour une première descente ce matin, nous sommes particulièrement satisfaits de constater que non seulement 60 à 70% des contribuables essayent de se mettre à jour, et pour le reste, nous avons pu procéder, comme vous l'avez vu, soit à des scellés pour des retards importants, soit des mises en demeure pour des retards de 2 mois environ. C'est le marché central d'Edea qui a été sillonné ce jour. Le maire de la ville demandait le loyer, donc il ne veut pas les gens qui sont en sous-location. Oui, il y avait des gens qui avaient des aérés, mais moi, le président, avec les chefs de bloc, on a quand même essayé de tout faire parce que bon, le maire était sur le terrain, il a trouvé qu'il y a au moins 90% qui sont en règle. Relever à Séni les causes profondes dans ce secteur d'activité, identifier les niches de recettes propres de la communauté urbaine et enfin, contrôler la conformité des contrats de loyer des différents contribuables et la régularité de leur paiement. Tax Force dans l'objectif d'augmenter nos recettes propres. Dans le cadre de la décentralisation, toutes les collectivités sont appelées à créer les conditions de leur autonomisation et les recettes propres constituent le levier principal de cette autonomisation des collectivités. Cette opération qui entend se poursuivre entre en droite ligne dans le cadre de l'autonomisation en recettes propres des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. En bon entendeur. Salut. Et saluons au passage les populations de Kribi, la ville qui est sous la menace d'une érosion maritime. Le trafic illicite du sable a un impact sur la plage de Ngoé-Wamié, une situation qui a suscité l'intervention de la mission pour l'aménagement de l'océan. Le récit de Lesline Poumitia sur les images de notre correspondant Moussa Tako. La crainte d'une catastrophe naturelle envahit de plus en plus les riverains de la plage Ngoé-Wamié à Kribi. La montée des eaux, elle est effective. Le changement climatique, il est effectif. Bon, nous prions seulement que le délégué du gouvernement, le super maire, il y a le ministre de l'urbanisme, essaye de repousser un peu la mer, nous faire un bon quai. Toutefois, les populations de cette localité dénoncent l'exploitation abusive de la dite plage. Elles évoquent tout de même une possible destruction si rien n'est fait. Les communes ont laissé les gens enlever le sable des plages. À longueur de journée, on enlève des tonnes et des tonnes de sable qu'on va aller vendre pour la construction, alors qu'il est absolument interdit d'enlever le sable des plages. Ça, c'est un premier problème. Et l'autre problème également qui est là, c'est que si on ne le fait pas, l'érosion, comme vous voyez derrière moi, là, cette érosion va couper la route. Cependant, la mission d'études pour l'aménagement de l'océan affirme avoir mené des activités pour ne pas frôler le pire. Nous avons attiré l'attention du ministre de l'Environnement, de notre ministre de tutelle, le MINEPAT, ainsi que le préfet. En réponse, notre ministre nous a demandé d'élaborer un devis estimatif des travaux urgents à réaliser pour éviter ou ralentir cette dégradation, ralentir l'érosion marine. Nous avons tenu un atelier où nous avons fait venir des universitaires, des experts, les services concernés. Située dans la région du Sud Cameroun, la ville de Kribi
est réputé pour ses plages de sable. Dans l'actualité également, le préfet du département du Vouri, Benjamin Mboutou, a procédé à l'installation des sous-préfets des arrondissements de Douala 1er et de Douala 4e. La lutte contre l'insécurité est la mission principale des nouveaux chefs de terre. Samuel Baïha et Henri Tindan ont suivi ces deux événements pour nous. Regardez. Le pas martial, les deux autorités administratives foulent au pied le bitume. Et par la croisée des chemins, Michel Oumaro, l'ex-sous-préfet de Pitoa, dans la région du Nord Cameroun, prend le commandement à Douala 1er. Population de l'arrondissement de Douala 1er, de par le président de la République et conformément au décret dont lecture vient de vous être donnée, voici votre sous-préfet. 2 ans, 4 mois et 7 jours, passés à la sous-préfecture de Douala 1er. Si peu de temps, mais les œuvres de Christophe Mbouedia sont couronnées d'éloges. Monsieur Fofier Mbouedia Christophe, qui s'en va aujourd'hui, aura marqué ses administrés, certes par ses qualités morales, professionnelles et humaines, mais surtout par son expérience dans ce métier. 2 heures plus tard, à l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 4, Christophe Fofier Mbouedia, par un bain de foule, découvre la terre de ses défis. À l'opposé, Daouda Issa, sous-préfet sortant, fait ses adieux. Votre unité administrative n'en est pas exempte, surtout qu'elle constitue une zone de repli de nos mauvais citoyens qu'on appelle ici les sécessionnistes. Ils viennent parfois de temps en temps soigner leurs blessures ici et repartir. Vous devez donc rester vigilants. D'un arrondissement vers un autre, le département du Vouri est secoué par l'insécurité, la prostitution et la consommation de la drogue inquiètent davantage. Et la prostitution et la drogue font partie des dérives observées au sein de la jeunesse. Engagé dans ce combat, le gouvernement ne veut pas lâcher prise. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a effectué une visite de travail dans la région du Sud-Ouest. Mounouna Futso vient d'achever à Moutenguene les travaux sur les stratégies visant à assainir ce fléau en milieu jeune. Inès Daniel Ondouambala. Les discours haineux, la montée en puissance de l'extrémisme violent, des violences en milieu scolaire, la consommation de la drogue, entre autres, ternissent l'image du Cameroun et freinent le développement. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique prend les taureaux par les cornes à travers un séminaire de renforcement des capacités des responsables des services centraux et déconcentrés sur les nouvelles stratégies d'intervention, notamment en matière de sensibilisation des populations. Nous venons de réaliser là une action historique de synergie entre les forces de défense et de sécurité et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui, comme vous le savez, ont tous mission de promotion de la paix, de la cohésion sociale, de vivre ensemble harmonieux tout court. Nos responsables sont des relais entre les populations et ces forces de défense et de sécurité. Nous sommes satisfaits. Ici, à Moutenguene, le ministre Mounouna Futsu et ses collaborateurs planchent sur les enjeux et défis liés aux missions du MINJEC au regard du contexte actuel. Satisfait de l'accueil des participants, satisfait également de l'encadrement qui leur a été donné. Mais je voudrais très sincèrement dire merci à monsieur le délégué général, par qui tout ceci est arrivé, lui qui a bien voulu offrir à ce centre ces soucis d'accueil qui ont réussi donc à héberger les séminaristes de toutes les régions. Un temps d'arrêt pour développer le savoir, le savoir-faire, des compétences professionnelles et personnelles des participants. La communauté nationale espère que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Et plusieurs jeunes venus de divers horizons pour le lancement de la Journée nationale de la jeunesse catholique. À la baguette de cette mobilisation, le diocèse de Mbalmayo, l'édition 2022 a permis à la jeunesse de se réunir pour célébrer cet événement. Arsène Kenyé, Bertrand Tiassé. C'est par une messe d'action de grâce célébrée dans le diocèse de Mbalmayo que près de 400 jeunes chrétiens catholiques venus d'horizons divers
se sont réunis afin de célébrer la journée nationale de la jeunesse catholique. C'est des journées nationales de la jeunesse, vous avez vu, c'est-à-dire ces jeunes venus de différents horizons, de partout, apprennent à se rencontrer, apprennent à prier ensemble. Ils s'engagent aussi, ainsi que Monseigneur le soulignait, à apporter leur contribution dans la société. Au menu, enseignement, célébration eucharistique et manifestations culturelles. Les deux évêques ont axé leur homélie sur l'unité et la cohésion sociale. De les redynamiser dans l'œuvre de l'évangélisation, qui est une œuvre commune à tous les chrétiens. Comme nous le savons tous, la jeunesse est l'avenir de l'Église et du monde. Notre Église veut donc leur donner les armes, aussi les amener à se socialiser, à se connaître et à vivre ensemble. L'enseignement reçu par ces derniers à cette fête est une découverte de plus. Être au milieu des jeunes comme moi fait pour moi déjà un honneur. D'être avec des frères que je n'ai jamais des frères que je n'ai jamais connus. Quand je parle des frères, je fais allusion aux frères en Christ. De rencontrer des jeunes de plusieurs ethnies, de plusieurs localités, et vraiment ça suscite en nous, en moi particulièrement, un esprit de solidarité, un esprit d'amitié. En accueillant la messe de lancement dans le diocèse de Mbalmayo avec ferveur et une ambiance de fête, les chrétiens catholiques anticipent sur la journée mondiale de la jeunesse qui se tiendra au Portugal. Et qui mieux que les jeunes pour afficher leur plastique sur les réseaux sociaux. Et il faut absolument à chaque fois s'afficher sur son meilleur jour. Le secret se trouve dans le filtre. La tendance ravit les cœurs de nombreux internautes, de plus en plus accros à ces effets lissants. Les jeunes filles semblent être les plus addictes dans un monde virtuel qui laisse de moins en moins de place au naturel et aux imperfections. Janice Kamga, Muriel Nanga et Samuel Ebakissé. Un selfie avec un snap, a priori rien d'extra. Mais pour cette jeune fille de 18 ans rencontrée dans une rue de Yaoundé ce 4 août, plus question de se voir en photo sans une police, des yeux de biche éclatants et une bouche pulpeuse. En fait, je suis dépendante de Snapchat. Ça permet d'embellir l'image de la photo, de corriger certains petits défauts en fait. La tendance tend à se généraliser surtout chez les jeunes filles. Derrière un clic, l'effet chirurgie esthétique très prisé par les influenceurs se standardise. Sur Snapchat, Instagram ou TikTok désormais, la beauté se mesure à la qualité de son filtre. Parfois, il y a des petites poses là qui nous marquent par moments, des petites poses assez jolies mais qui ne sont pas brillantes. Donc on utilise parfois ces petits filtres là pour rehausser l'image, pour redonner de l'éclat, de la beauté, de la splendeur. Et pourtant, de l'avis de certains observateurs, cette technique est une arnaque. Lorsqu'on cotise un quelconque personnage, nous les hommes, une femme sur les réseaux sociaux, il s'avère que le jour qu'on est censé la rencontrer, il y a un contrat entre les deux personnes. L'œil de l'expert voit d'ailleurs en ces applis de retouche un cercle vicieux risqué. Les dangers, c'est qu'on ne peut plus s'en passer. C'est que justement, les gens vont vous faire des témoignages pour vous dire, par exemple, qu'ils n'arrivent plus à reconnaître, à se sentir bien dans leur peau. Ça peut aller plus loin. Et on voit des fois des gens qui vont faire la chirurgie esthétique parce qu'ils veulent ressembler à telle personne sur les réseaux sociaux. Mais le mieux, c'est de s'habituer à son propre selfie sans retouche. Au final, que les filtres soient considérés comme des odes à la beauté ou des briseurs de confiance en soi, l'on doit garder à l'esprit que le naturel, lui, revient toujours au galop. Et il est au beau filtre la coopération culturelle entre le Cameroun et l'Allemagne. Les deux pays veulent renforcer cette amitié vieille de plusieurs années. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun et le ministre des Arts et de la Culture se sont projetés sur les perspectives de cette collaboration ce jour à Yaoundé. Karel Muzatachouya et Raoul Ngoufo. Elle est étroite, la coopération culturelle entre le Cameroun et la République fédérale d'Allemagne. La 60e bougie de l'Institut Goethe à Yaoundé l'année dernière, où bon nombre de jeunes de chez nous s'imprègnent de la langue de ce pays frère et ami, l'illustre à suffisance. L'éducation mise en avant, les Camerounais représentent la plus grande communauté estudiantine africaine dans ce pays frère et ami. L'un des points à l'ordre du jour de la rencontre de ce jeudi 4 août dans la capitale.
L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Corinna Frinke, et le ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bidungpat, avec à ses côtés ses collaborateurs, passent en revue les retombées d'une collaboration vieille de plusieurs années, laquelle a permis à l'hôte du représentant du gouvernement de toucher du doigt les richesses dont regorge le Cameroun. J'ai visité Douala, j'ai visité Bafoussam, j'ai visité le musée des civilisations, c'est-à-dire je suis impressionnée par la diversité de la culture camerounaise. Il est maintenant question de renforcer cette coopération. Les principaux aspects concernés, notamment les archives, évoqués. On va continuer à approfondir notre coopération, soit dans le domaine des archives, qui est vraiment un élément clé pour comprendre notre histoire commune, et aussi dans le domaine des musées et dans beaucoup d'autres musées. L'essentiel à retenir de cette séance de travail, l'avenir s'annonce donc sans nuages. Du rugby féminin également dans ce journal. Alvin Kwekam, 26 ans, en a fait sa passion. Depuis l'âge de 4 ans, le ballon ovale fait partie de sa vie malgré les préjugés des hommes qui lui claquent la porte une fois sa passion dévoilée. Le rugby féminin plaque les préjugés. C'est un élément de l'île Piediou et Calvin Tekam. Alvin Kwekam s'engage à corps perdu dans la mêlée et pousse dans le parc. La Camerounaise de 26 ans s'adonne au rugby depuis 4 ans, une discipline encore très peu connue, pratiquée par les femmes dans ce pays d'Afrique centrale. J'ai peur quand elle joue. Et pourquoi vous avez peur? Quand elle joue, elle a cassé les pieds. Elle part se coucher là-bas. Personne ne peut pas l'aider à donner 100 francs comme ça pour prendre les médicaments. À chaque fois, et même dans ma propre famille, les gens disent non, je ne sais pas beaucoup, depuis des années que je joue au rugby et tout ça ne te rapporte pratiquement rien. Je ne vois pas le rapport. Moi, j'ai décidé, j'ai dit que c'est ma passion. Même si je n'ai pas commencé tôt, mais j'aime ce rugby, j'aime le rugby, j'aime mon sport en fait, j'aime ce que je fais. La rugby woman joue au sein de la Fun Dream Academy, un des 4 clubs de rugby féminin camerounais. Quand un homme me croise, je lui dis pas directement ce que moi je pratique comme sport. Mais à un moment, quand moi je vois que bon, il faut que moi, toi tu dois connaître ce que moi je fais, si c'est vraiment ça. Je dis bon, je joue au rugby et du coup cette personne commence avec la distance. À distance, il commence à avoir peur que mais une fille qui joue au rugby, elle pratique le judo, en même temps le rugby. Oui, il y a beaucoup de réticence. Au premier coup, les familles sont vraiment réticentes, mais avec la progression, elles les acceptent malgré elles. Moi, c'est la première fois que j'arrive ici et c'est vraiment intéressant de voir les femmes exercer ce métier, de faire ce sport. Parce que d'habitude, ce sont les hommes qu'on a l'habitude de voir faire ce sport. Et c'est vraiment encourageant parce que ça enlève déjà d'abord l'idée que c'est un sport réservé seulement aux garçons et que tout le monde peut exercer. Elle est également sélectionnée cette année dans l'équipe nationale du Cameroun. Mais au pays du ballon rond qui porte au nu Samuel Eto'o et Rigobertson, le ballon ovale, plus encore chez les femmes, peine à se faire une place. Selon la Fédération camerounaise de rugby, seules 120 femmes sont licenciées. À l'étranger à présent, au Sénégal, le ton monte au sein de l'opposition. Elle exige l'annulation des résultats des législatives prévues ce jeudi, après que les différents camps clament chacun la victoire. Au Kenya, l'organisme de surveillance des élections rejette l'utilisation de la technologie dans le scrutin à venir. Elle exige le retour aux méthodes manuelles. L'île Piediou, une fois de plus, c'est Calvin Tekam. Escalmonte. L'opposition sénégalaise demande la suspension de la publication des résultats des élections législatives prévues jeudi 4 juillet pour examiner ces plaintes à la suite d'irrégularités et de fraudes. Finalement, on demande au président de la commission de suspendre la publication des résultats qui nous prévoient demain 17h pour nous permettre à l'intercoalition, nous oublions bureau de vote par bureau de vote, bu bëggee sax mu doon une séance publique bu ko defee Sénégalais yi mën a xam li xew ci zone yooyu noter avec nous ces irrégularités qui sont inadmissibles.
Les camps du pouvoir et de l'opposition revendiquent chacun la victoire aux législatives de dimanche dernier qui visent à renouveler les 165 sièges à l'Assemblée nationale largement contrôlés par la coalition présidentielle. Une solution peut être très rapidement trouvée pour la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet, assurance de Téné Brahima Ouattara, ministre ivoirien de la Défense, aux proches des militaires qu'il a rencontrés mercredi. Il y a des actions qui sont menées au plus haut niveau qui nous rassurent, qui nous font penser que très rapidement nous arriverons donc à trouver une solution à ce problème. Et je peux vous assurer que nous n'arriverons pas à des extrêmes. Nous ferons tout pour éviter des extrêmes, nous engager inutilement dans un débat judiciaire qui ne ferait que créer encore un fossé entre la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce que nous ne souhaitons pas. J'avoue que depuis le 10 juillet, on n'a pas de nouvelles de lui, sauf que les informations que l'état-major nous a données, et on est connecté à eux, tout en sachant que nos enfants vont bien et tout, et que ça s'arrête là. Mul Mousso de l'organisme kényan de la surveillance des élections ELOG affirme que l'utilisation de la technologie pendant les élections a entraîné plus de problèmes que d'avantages, alors que le pays d'Afrique de l'Est se prépare à nouveau à se rendre aux urnes. Le seul aspect positif majeur de la technologie qui est arrivée au Kenya, comme je l'ai dit, a été l'inscription des électeurs. Je pense que cela a très bien fonctionné. Toutefois, à mon avis, il y a eu plus de problèmes que d'avantages. Ce n'est qu'un aspect de la question. Le principal problème que nous avons rencontré avec la technologie est le fait qu'elle a rendu nos élections beaucoup plus complexes. Après les violences post-électorales meurtrières de 2007, la technologie a été proposée comme un moyen de renforcer la transparence des scrutins et de réduire les délais d'annonce des résultats. La première tentative du Kenya d'utiliser un nouveau système en 2013 n'a pas été un succès, obligeant la commission électorale à revenir à des méthodes manuelles. La télévision d'État chinois diffuse de nouvelles images de tirs de missiles alors que Pékin organise ses plus importants exercices militaires autour de Taïwan. Cette opération militaire conjointe, en termes de force de l'exercice, couvre la terre, la mer et l'air, y compris la force de soutien stratégique du bureau de roquettes. La capacité des opérations conjointes a été grandement améliorée. Deuxièmement, il y a de nombreux exercices, y compris une série de sujets sur le contrôle des risques de la mer jusqu'aux airs. Troisièmement, la portée du lieu de l'exercice est relativement large. Selon un expert militaire interrogé par CCTV, les opérations auront un effet dissuasif plus fort que jamais sur les forces indépendantistes de Taïwan. Et de la réclame, la Microfinance Financial House SA tient sa 8e agence. Elle a été ouverte à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e, ciblée pour ses activités. Regardez. Je déclare par cet acte ouvert l'agence Financial House de Bonabéry. Et de 8 pour la Microfinance Financial House SA. Le 3 août 2022, la toute nouvelle agence 8e du genre sur le territoire camerounais voit le jour à Bonabéry, arrondissement de Douala 4e. En présence du PCA et de nombreux partenaires, la cérémonie d'ouverture est présidée par le directeur général Blaise Kamdem. Bonabéry regorge beaucoup d'entreprises industrielles, commerciales et un très bon vivier d'activités agropastorales. Donc, nous sommes à Bonabéry pour apporter notre expertise dans l'accompagnement, dans le financement de ces activités-là dont nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous vanter d'avoir une bonne maîtrise de ces activités. C'est la raison pour laquelle nous sommes à Bonabéry aujourd'hui. C'est dans ce cadre spacieux et convivial que vont désormais se dérouler les opérations bancaires du côté de Bonabéry. Financial House propose des offres et services innovants. Les multiples services que nous offrons, il y a déjà l'épargne, il y a le crédit que nous accordons à nos clients méritants qui nous font aussi confiance. Outre la qualité de service, Financial House met un accent sur la sécurisation des épargnes et la gestion minutieuse des portefeuilles, de quoi rassurer sa clientèle.
La structure elle-même, vous pouvez lui faire confiance parce qu'on ne passe pas d'une agence à 8 agences si on est en difficulté. Et vous savez que chacun doit mettre son argent là où il est sûr qu'il va au moins le retrouver. 18 ans de soutien aux activités économiques des populations et Financial House SA ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons une gestion rigoureuse qui fait en sorte que 18 ans après, nous avons une très bonne santé financière, de quoi pouvoir accompagner les clients encore et encore. Je ne dois pas terminer sans remercier les populations de Bonabéry, les autorités administratives et traditionnelles pour l'accueil qui nous est réservé à cet endroit. Une 9e agence est annoncée très bientôt du côté de Yaoundé. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.